Salut tout le monde, je suis très content de pouvoir enfin vous retrouver pour parler des bases en retouche photo. Aujourd'hui, je vous emmène dans Lightroom, un petit peu de Photoshop, puis vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier ou vous souhaitez tout simplement pas utiliser ces applications-là, puisque les principes qu'on va voir aujourd'hui, les fondamentaux qu'on va voir ensemble, vont s'appliquer à n'importe quel logiciel que vous allez trouver sur le marché. Comme toujours, pensez à utiliser le chapitre en dessous de la vidéo pour sauter les sujets que vous connaissez déjà et revoir ce que vous voulez améliorer. Allez, c'est parti. Vous allez retrouver deux versions de Lightroom, la version classique sur laquelle on va travailler aujourd'hui et la version CC. La version CC, c'est la version Creative Cloud qui va vous permettre de stocker toutes vos images sur le cloud d'Adobe. Aujourd'hui, on va utiliser la version classique, mais de toute façon, à part l'interface, il y a très peu de différence avec la version CC. À l'ouverture de Lightroom, vous allez arriver sur cet écran, c'est l'onglet Bibliothèque. Ici, on va retrouver une miniature des photos sélectionnées. Ça va être l'endroit parfait pour organiser vos photos et les prévisualiser puisqu'elles sont simplement en mode aperçu, ce qui veut dire qu'elles vont être plus faciles et plus rapides à charger. La première chose à faire, ça va être d'importer nos photos. On va cliquer sur le bouton Importer en bas à gauche. Dans la colonne de gauche, on va choisir la source. Je vais aller chercher le dossier que j'ai créé spécialement pour cette vidéo. Ici, vous voyez qu'il y a différents types de formats. On a du CR3 et du DNG. Le CR3, c'est le format RAW propriétaire Canon. Chaque constructeur va avoir son type de format et c'est pour ça qu'on va chercher à convertir ces photos en DNG. Les DNG, c'est le format RAW optimisé pour Lightroom. Ici, en haut, on a l'option copier au format DNG. Alors, pourquoi certaines photos sont en CR3, d'autres en DNG? C'est simplement parce que quand j'ai préparé le dossier pour cette vidéo, j'ai exporté des photos qui étaient déjà converties en DNG. Une fois vos photos sélectionnées, vous allez choisir le type de copie que vous souhaitez. Vous pouvez aussi simplement les copier, les déplacer ou les ajouter. Alors attention avec l'option ajouter, Lightroom va simplement ajouter les photos, c'est-à-dire qu'il ne va pas les copier, il va les laisser là où elles sont, c'est-à-dire si elles sont sur une carte SD, elles vont rester sur la carte SD, vous aurez simplement la possibilité de les voir dans Lightroom. Ce qui veut dire que lorsque vous allez retirer la carte SD, il n'y aura plus de photos à regarder. Donc un petit conseil, toujours copier vos photos, copie simple, ou copier au format DNG si ces photos sont en RAW. Dans la colonne de droite, on va choisir où est-ce qu'on souhaite importer ces photos. Par défaut, Lightroom va les trier par date de prise de vue. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un dossier. Je vais le créer dans 2022, nouveau dossier, et on va l'appeler vidéo. Maintenant, on retrouve nos photos. On est toujours dans l'onglet bibliothèque, bien évidemment. Vous allez pouvoir les agrandir en cliquant deux fois dessus ou en basculant entre ces deux icônes ici. La bibliothèque va être super pratique pour déplacer les photos dans un dossier. Vous allez pouvoir créer des dossiers, organiser vos photos, les trier, etc. Mais c'est dans le développement qu'on va pouvoir faire notre petite magie. Alors, je vais prendre un instant pour préciser que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est simplement à titre éducatif. À aucun moment, je sous-entends que vous devriez aspirer à faire ce genre de correction sur vos photos. Les modifications que je vais faire sont simplement faites pour montrer l'impact que va avoir la modification d'un réglage ou d'un autre. Comme toujours, je vous encourage vraiment à jouer avec tous ces réglages, à les pousser au maximum, au minimum, voir ce que ça fait sur vos photos, voir quel impact ils ont concrètement sur vos photos. Mais je veux surtout vous encourager à être créatif et à faire des photos qui vous plaisent à vous, qui sont belles à vos yeux et créer votre propre art. Et ça passe par connaître et maîtriser tous les petits réglages qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on y retourne. Dans la colonne de gauche, on va retrouver le zoom. Par défaut, vous allez passer d'un zoom à 100% à une vue adaptée à la taille de l'écran. Vous pouvez changer pour remplir votre écran et aussi avoir un zoom beaucoup plus intense qui va jusqu'à 1600%. Juste en dessous, on va retrouver les paramètres prédéfinis, c'est ce qu'on appelle en anglais les LUTs. Ça va être une sorte de filtre, si on veut, ou de paramètres prédéfinis qui vont venir modifier les réglages de notre photo pour donner un look, un style particulier. Donc par exemple, si je vais dans les styles et les paramètres prédéfinis fournis sous Lightroom, on va avoir par exemple le style rétro. Si on clique dessus, on peut voir que la photo est différente. Alors, si vous voulez voir avant-après, la barre oblique ou le slash sur votre clavier vous permet de passer de la version originale, donc avant modification, à la version actuelle de votre photo. Si vous vous promenez dans les réglages de base, par exemple, vous voyez que les réglages ont été mis à jour. Donc ça peut être un bon outil pour comprendre les effets que vont avoir tous les réglages sur vos photos. Ça peut être un bon début pour modifier vos photos aussi, mais je vous encourage à les étudier plus qu'à les appliquer de façon aveugle. On va réinitialiser cette photo. On retrouve ensuite l'historique qui va nous permettre de retourner à n'importe quelle version de notre photo, n'importe quelle modification qu'on a fait depuis son importation. Et la collection, ça va être des collections rapides des différentes importations de photos que vous avez pu faire dans la bibliothèque. En bas, le système de notation, donc ça va être une façon de trier vos photos. Si je mets une étoile à cette photo, vous voyez ici, en bas à gauche, la photo a une étoile. Et ici, si j'active les filtres, je vais être capable de voir seulement les photos notées. Donc les photos qui ont une étoile par exemple ici, ce qui va me permettre de pouvoir exporter plus facilement les photos sélectionnées. Avant d'entrer dans les modifications, je vais vous parler rapidement de l'histogramme. L'histogramme, c'est la courbe de l'exposition. Si vous survolez une zone, vous voyez qu'ici c'est l'exposition, les ombres, les noirs, les lumières hautes et les blancs. Et si je maintiens mon clic sur un de ces endroits, ça va modifier l'exposition par exemple de ma photo. Vous avez un petit triangle à chaque extrémité de l'histogramme, ça va mettre en évidence les noirs ou les blancs. Si je baisse l'exposition, vous voyez, ce qui est en bleu, ce qui est ici mais noir, va être mis en évidence. Ça permet de savoir les endroits qui n'ont plus d'informations. Donc il n'y a même plus de noir, c'est un endroit qui est vide. À l'opposé, si j'augmente trop mon exposition,
on va brûler les lumières hautes. On appelle ça brûler, c'est la même chose que dans les noirs, on n'a plus d'informations. La première chose à faire ensuite, ça va être d'aller dans l'onglet gestion de l'objectif. Ici, on va venir corriger les petites déformations qui peuvent avoir été apportées par notre objectif. Alors, en général, Lightroom va être capable de trouver automatiquement le profil de l'objectif qui a été utilisé, mais ici, par exemple, c'est un vieil objectif et Lightroom ne le trouve pas automatiquement, mais si je vais chercher la marque de l'objectif ici, il le trouve tout seul. Si on regarde la version avant-après, on va voir que le profil de correction permet de supprimer le vignettage, c'est l'ombre noire qu'on va trouver sur les bords de l'objectif, et va aussi donner l'impression de redresser la photo parce que ça va supprimer une partie de la distorsion. La deuxième chose que j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller dans Transformation. Pour observer les effets de la transformation un peu plus intensément, je vais changer de photo, et on va venir regarder la photo de la rue Saint-Hubert à Montréal. Alors dans Transformation, il y a un outil que je trouve moi magique. La transformation va nous permettre de redresser la photo automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Alors non, ça fonctionne pas à 100% des cas, mais dans une grande majorité des cas, ça a un résultat très intéressant. On va cliquer sur Auto dans un premier temps, et là, Lightroom, l'algorithme, va analyser la photo, analyser les lignes de cette photo, et la remettre droite. On peut aussi la remettre simplement de niveau, la mettre droite de façon verticale ou complet. L'option avec repère, c'est une option manuelle où on va venir dire ce qui est droit. C'est nous qui allons décider, qui allons faire des lignes droites et demander à Lightroom de redresser la photo selon ces lignes. Personnellement, je pense que la version auto était parfaite. La troisième étape sur ma liste, c'est la balance de blanc. Je vais aller voir cette photo et on va aller dans les réglages de base. En gros, la balance de blanc, c'est donner un point de référence pour le blanc pur. En pratique, la lumière n'est pas blanche, elle est faite de deux composantes, la température et la teinte. Pour la température, on va parler de température froide dans les tons bleus ou chaude dans les tons orange. Et ensuite, la teinte, donc si on rajoute du vert ou du magenta dans notre lumière. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de jouer avec ces curseurs-là pour faire une balance de blanc, surtout si vos photos sont au format RAW, puisque si c'est le cas, vous allez pouvoir cliquer ici et avoir une liste d'options précalibrées. Par exemple, si votre photo a été prise avec une balance de blanc automatique, mais que vous saviez que vous étiez en pleine journée, vous allez pouvoir sélectionner la lumière naturelle. Bon, clairement, c'était pas le cas sur cette photo. Vous allez avoir différentes options qui vont être très fidèles à la réalité, puisque ce qu'apporte le format RAW, c'est la possibilité de modifier cette balance de blanc comme si vous preniez une nouvelle photo en temps réel. Donc au final, c'est un petit peu comme si vous aviez pris une photo de toutes les températures disponibles. Alors qu'en format JPEG, donc si vous n'êtes pas en format RAW, en format régulier, vous allez seulement avoir l'option de température que vous aviez lors de la prise de photo. Ça veut pas dire qu'il n'est pas possible de refaire de balance de blanc après, vous aurez toujours l'option auto et l'option personnalisée. Donc là par contre, il va falloir faire une balance de blanc peut-être davantage à la main. Sinon, la petite pipette qui est ici, si vous avez la chance d'avoir du blanc, un vrai blanc sur votre photo, vous allez pouvoir sélectionner la pipette, sélectionner un endroit blanc sur votre photo, et ça va faire votre balance de blanc. Vous allez pouvoir réaliser le reste des réglages dans l'ordre que vous souhaitez. Personnellement, j'aime bien recadrer mes photos avant de les modifier. Pour pouvoir recadrer votre photo, il va falloir comprendre la règle des tiers. Pour vous montrer la règle des tiers plus visuellement, on va tout simplement cliquer sur le bouton recadrage. Vous voyez, notre photo est divisée en 3 parties horizontales et 3 parties verticales. Ces 4 lignes, utilisées pour découper notre photo en 2 fois 3 parties, s'appellent des lignes fortes. On a 4 lignes fortes sur lesquelles il va être intéressant de placer nos sujets, et à l'intersection de ces lignes fortes, on va retrouver des points forts, sur lesquels ça va être encore plus intéressant de placer nos sujets. Et il y a une raison toute simple pour laquelle on s'intéresse aux points forts et aux lignes fortes, c'est parce que quand notre œil va balayer une photo pour la première fois, il va faire une sorte de Z. Il va vraiment se promener sur ces lignes et ses points forts et chercher des points d'intérêt, des choses intéressantes. Si l'œil ne trouve rien, la photo va être jugée inintéressante et on va pas avoir envie de s'y attarder davantage. Alors évidemment, j'ai pas choisi cette photo par hasard, elle va être intéressante pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que dans cette photo, il y a de très belles lignes de fuite. C'est les lignes qu'on voit un peu partout sur cette photo. Si on suit ces lignes, on se rend compte qu'elles convergent toutes vers le même point. Donc sur cet aspect, cette photo est bien composée et déjà très intéressante visuellement. On va ensuite choisir quel aspect de recadrage on souhaite. Si par exemple on mettait cette photo sur Instagram, le format privilégié c'est le 4:5. Donc on va recadrer cette photo en 4:5 et on va venir mettre le point de fuite, c'est l'intersection de toutes nos lignes de fuite. On va venir le placer sur un point fort, le point fort en bas à droite. Et là, sans avoir retouché notre photo à proprement parler, on va simplement recadrer et redresser. On a une photo qui visuellement est intéressante et on a envie de s'y attarder, on a envie de voir ce qui se passe dans cette zone-là de la photo. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez continuer à apprendre avec moi. Laissez en commentaire les sujets des futures vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne et aimez la vidéo si vous avez appris quelque chose. Merci. On va passer sur cette photo pour comprendre les prochains réglages. En pratique, même si je commence par l'exposition, vous allez vous rendre compte que je vais me promener entre chaque réglage pour affiner ma retouche photo. L'exposition, c'est la lumière qu'il va y avoir dans votre photo. On ne tient pas compte des lumières hautes ou basses comme on l'a vu dans l'histogramme. C'est tout bêtement la lumière dans notre photo. Le contraste, comme son nom l'indique, va créer une différence, va marquer les différences présentes sur la photo. Et en pratique, ce que ça fait, c'est que ça augmente les lumières hautes et ça baisse les lumières basses. Donc on va avoir des tons noirs et des tons blancs plus marqués. Les lumières hautes, c'est tout simplement les tons hauts, les tons lumineux qu'on va pouvoir augmenter ou baisser. Pareil pour les ombres.
Donc baisser les ombres, augmenter la lumière va aussi apporter du contraste. Les blancs, ça va être les lumières hautes les plus blanches. Donc on peut augmenter les blancs et baisser les lumières hautes pour garder cette luminosité dans les tons blancs. Vous voyez ici que la seule modification que j'ai fait, c'est de baisser les lumières hautes et d'augmenter les lumières blanches. Et on voit que notre photo est déjà plus lumineuse par endroit. Donc les blancs vont nous permettre d'isoler les blancs dans les lumières hautes. La même logique s'applique évidemment aux ombres. On peut baisser les ombres, mais augmenter les noirs. La texture va tout logiquement donner de la texture à nos photos. Alors, comme la plupart de ces réglages, il ne faut pas en abuser. Ça peut être intéressant de rajouter un peu de texture, mais trop de texture va donner un rendu un peu faux, un peu trop travaillé peut-être, mais si c'est l'effet recherché, ça fonctionne très bien. La clarté, c'est une sorte de mélange entre la texture et la luminosité, donc ça va ramener un peu de lumière dans votre photo et ça va marquer les différences entre les tons. La correction du voile nous permet de mettre un voile sur nos photos qui va être un voile clair, ce qui va donner un aspect un petit peu de rêve, un aspect un petit peu délavé, ou plus foncé, qui va rendre nos photos plus saturées et plus contrastées. La vibrance et la saturation sont deux réglages très similaires, ils vont tous les deux impacter l'intensité de la couleur. La vibrance va agir seulement sur les couleurs ternes, alors que la saturation va agir sur toutes les couleurs, sans distinction. Alors pour cette photo, je vais augmenter l'exposition, rajouter du contraste, parce que ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment mettre l'accent sur des gouttes d'eau qui sont nettes. Cette fois-ci, je ne vais pas recadrer en 4:5 pour Instagram, je vais plutôt chercher le recadrage le plus esthétique pour cette photo. Et pour ça, je vais mettre un recadrage libre et je vais venir placer les gouttes les plus en focus, les plus nettes, sur un point fort ou dans la zone de ma ligne forte de gauche. Je vais baisser les hautes lumières et augmenter les blancs. Alors, c'est quelque chose que je vous encourage à travailler de pair. Les hautes lumières et les blancs, les ombres et les noirs. Ça permet d'affiner vraiment les teintes hautes et les teintes basses. En augmentant les ombres, donc je suis venu rajouter de la luminosité sur ma photo, mais en baissant les noirs, j'ai récupéré du contraste dans ces zones-là. Je vais enlever de la clarté, ce qui peut paraître contre-productif puisqu'on veut garder une zone nette, mais je vais vous montrer un peu plus loin comment récupérer de la netteté ici. La courbe des tonalités, c'est quelque chose d'un peu plus avancé dans l'utilisation de Lightroom, mais il y a un petit réglage que je voulais vous montrer qui a déjà été plus que surutilisé en photo. C'est cette petite courbe dans laquelle on va enlever les noirs de notre photo. Ça va donner un aspect cinématique que j'affectionne encore beaucoup, même si ça a été déjà surutilisé. Maintenant, l'onglet TSL pour teinte, saturation et luminance. Ici, on va pouvoir modifier les teintes de couleurs qu'on retrouve sur notre photo. Vous pouvez jouer avec les réglages et regarder où se trouvent ces couleurs. Donc le rouge, bien évidemment, sans surprise, il n'y en a pas sur la photo. On va retrouver du orange par contre. On ne trouve pas beaucoup, mais on va retrouver par exemple ici. On va trouver un petit peu plus de jaune par contre, on va retrouver dans le reflet de cette goutte puis dans les feuilles en général. Si j'emmène le jaune tout à droite, je vais convertir tout le jaune en vert, ce qui peut être assez intéressant quand on veut modifier des photos au printemps ou à l'automne. On a beaucoup de changements de couleur de feuilles, on peut récupérer du vert ou en enlever suivant ce qu'on souhaite faire avec nos photos. Juste ici, dans saturation, on va enlever ce qu'on ne veut pas, ou du moins le réduire. Je vais enlever les bleus, ce qui va me permettre de supprimer le bleu dans ces petites gouttes ici. On passe à la luminance qui représente la force avec laquelle notre couleur va briller, va être lumineuse. Donc si j'augmente les verts, on se rend compte qu'il y a plus de lumière qui sort des verts. Si on enlève, il y a moins de lumière. Donc ici, je me rends compte qu'on a du vert fluo qui est apparu sur nos feuilles. Cliquez ici, ça va nous donner une petite pipette d'échantillonnage. Et je vais chercher le vert fluo. Maintenir, cliquer. Et en bougeant, vous voyez à droite que ça va modifier les teintes concernées. Je vais maintenant passer aux détails. Et dans les détails, c'est là que je vais être capable de récupérer la netteté que j'ai un petit peu abandonnée dans l'onglet des réglages de base. Je vais commencer par sélectionner la zone sur laquelle je vais appliquer l'augmentation de netteté. Je vais maintenir la touche Alt et déplacer le curseur masquage. Ce que vous voyez en blanc, c'est la zone sur laquelle va s'appliquer l'augmentation de netteté ou le gain de netteté. Et maintenant, je peux augmenter la netteté. Alors, sans exagérer, avec le gain, on va quand même choisir une valeur relativement haute. Juste au-dessus, on retrouve l'onglet Color Grading ou correction de la couleur, qui nous permet de modifier la couleur des tons moyens, des ombres et des hautes lumières, à l'aide de ces roues juste ici. Plus on va s'éloigner du centre, plus la saturation va être importante, donc plus la lumière va être forte. On va pouvoir sélectionner le point juste à l'extérieur pour modifier les couleurs autour de la roue. Avant de passer à l'exportation des photos, il y a une dernière petite chose que je voulais vous montrer. À ce stade-ci, je suis relativement content de ma photo, mais je voudrais accentuer encore un petit peu la voiture. Et pour ça, je vais utiliser les masques. Alors les masques, c'est quelque chose qui va nous permettre de modifier les réglages d'une partie de la photo seulement. J'ai différents types de masques que je vais pouvoir choisir. Je peux sélectionner un sujet de façon automatique. Dans le cas d'un paysage, on peut aussi sélectionner le ciel par exemple. L'outil pinceau nous permet de colorier une partie et de la modifier. Et les deux derniers types de masques sont des dégradés. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le dégradé linéaire. Je vais venir étirer mon dégradé. La zone rouge représente la zone sur laquelle vont être appliquées les modifications que vous allez choisir de faire. Je vais chercher à assombrir la route juste ici et enlever de la clarté, enlever de la netteté à cette partie-là.
Je vais créer un nouveau masque et faire quelque chose de semblable avec l'arrière-plan de la photo. Alors bien évidemment, plus vous allez vous appliquer à faire un contour propre, plus le résultat va être cohérent. Maintenant que l'édition de mes photos est terminée, je vais pouvoir les exporter. Clic droit sur ma photo, exporter. On va choisir où enregistrer notre photo. Sur le bureau, c'est parfait. Je vais la placer dans un sous-dossier que je vais appeler photo finale. Paramètres du fichier, je vais les exporter en JPEG, qualité 100%, et ensuite on exporte les photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous intéresser à la photo. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Instagram. Je vous dis à la prochaine et en attendant, amusez-vous bien. Bye!